Bienvenue sur 42 minutes, le podcast de tous ceux qui cherchent leur voie. Je m'appelle Alban Mas, je suis coach et je me suis demandé, comme vous peut-être, si je pouvais donner un sens à ma vie professionnelle. Cet objectif demande du temps, mais je crois qu'il est possible de se mettre en chemin dès aujourd'hui. Je vous invite donc à passer à l'action en vous inspirant des conseils de nos invités. Salut à tous, c'est donc parti pour une deuxième saison. Il n'y a pas eu d'épisode depuis à peu près 5 mois, sans nouvelles d'ailleurs de ma part, donc je m'excuse pour tous ceux qui m'ont écrit et me demandaient ce qu'était devenu ce podcast. Il s'est passé plusieurs choses en fait. La première, c'est un bébé. La deuxième, c'est que j'ai décidé de me consacrer à temps plein à cette activité d'accompagnement et à ce podcast sur le sujet de trouver sa place, trouver sa voie. J'ai donc dû quitter l'entreprise que je dirigeais, recruter mon successeur, etc. C'était pas mal de travail. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, je vais être complètement disponible pour travailler sur ces questions avec vous. Alors, qu'est-ce qui change dans la saison 2 ? La première chose, c'est le matériel. J'ai investi un petit peu. La deuxième, c'est qu'on va élargir un petit peu. On va plus seulement parler de reconversion, parce que la reconversion n'est pas toujours la bonne solution quand on veut trouver sa place. Et donc, on va parler de trouver sa voie au sens large. Parfois, on est juste bien où on a besoin d'outils. Et donc, on va travailler ça aussi. Puis la dernière nouveauté de cette saison 2, c'est que je me suis formé à l'accompagnement, au coaching. Et donc, celles ou ceux qui le souhaitent peuvent maintenant me demander un accompagnement. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure je pourrais répondre à toutes les problématiques, mais en tout cas, je peux à minima essayer de vous accompagner. Donc, c'est une disponibilité plus importante. Voilà, je ferme la parenthèse. Et donc, je vais introduire sans plus attendre Jean-Baptiste. Pourquoi je suis très heureux qu'il nous parle aujourd'hui ? C'est parce que quand on songe à la reconversion, souvent, dans les métiers qui viennent tout de suite en tête, il y a celui de professeur. Ce métier, comme nous l'expliquera Jean-Baptiste, a l'air d'apporter avec lui son lot de sens au travail et aussi de temps libre ou de liberté d'organisation. Ce qui me plaisait dans l'expérience de Jean-Baptiste, c'est qu'il a non seulement vécu cette reconversion, mais il porte un regard critique, honnête, sur ce move et sur ce qu'il apporte de bon et aussi de plus compliqué. Et c'est quelque chose d'important pour moi, vous le savez. Je lui passe le micro et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Jean-Baptiste. Salut Alban. Merci de prendre le temps de nous raconter ton parcours. Comment tu es passé d'un travail d'ingénieur à un travail de prof. Et ce qui va être intéressant, c'est au-delà de ton cheminement, c'est aussi la réalité du métier, si j'ai bien compris, et ce que toi tu vis au quotidien, et qui va apporter une certaine lumière sur ce beau métier, dont au final, on se fait pas mal de films quand on est de l'extérieur. Ça marche, avec plaisir. Pour commencer, je te demanderais bien qui tu es, et puis qu'est-ce que tu faisais avant ? Alors, je suis Jean-Baptiste, j'ai 33 ans, et moi je suis de formation maths sup, maths spé. Ensuite j'ai fait une école d'ingénieur et je me suis spécialisé en aéronautique. Et j'ai commencé ma carrière dans l'industrie aéronautique, puisque ça reste une de mes passions. Et donc j'ai commencé dans un grand groupe industriel en région parisienne, dans un poste de bureau d'études, où j'avais un rôle très technique sur des pièces de moteurs d'avion, où j'ai pu faire ça pendant à peu près 5 ans. Ensuite, avec Claire, ma femme, on a décidé de quitter la région parisienne pour aller s'installer à Toulouse, où là je suis resté dans la même société, toujours en industrie aéronautique. Et au bout de à peu près 7 ans de cette carrière et de cette vie, parce que les deux sont pas dissociables, j'ai fait le choix, après pas mal de réflexions, on va en parler bien sûr, j'ai fait le choix de bifurquer vers l'enseignement. Alors c'est un choix forcément, on est là pour en parler, qui est très engageant, qui est pour certains passe même pour très très radical. Moi, je l'ai jamais perçu comme très radical, pour la bonne raison que déjà j'avais des activités d'enseignement au préalable. En étant dans l'industrie, j'intervenais quand même en prépa, je faisais des calls, je donnais des cours particuliers, donc je suis pas passé de 0% à 100%. Et puis je reste convaincu qu'il y a beaucoup de liens entre le métier d'ingénieur et le métier de professeur, surtout quand on l'exerce comme moi dans une école d'ingénieur. Avant d'aller plonger dans le détail de cette réflexion, à quoi ça ressemblait ta vie en tant qu'ingénieur ? Donc t'as fait l'école polytechnique.
Ensuite, tu as été recruté par une grosse boîte aéronautique. À quoi ressemblait ta vie et ton job à l'époque? Alors, il y avait un côté très technique qui me plaisait bien, c'est-à-dire vraiment j'étais entre guillemets les mains dans le cambouis, à regarder bien les plans des pièces, à discuter vraiment technique avec des spécialistes. Et donc ça me plaisait bien. Et puis la réalité de la vie quotidienne, c'était aussi, comme beaucoup de métiers, des horaires très réguliers. On va dire du 9h, 18h à peu près tous les jours, avec une ambiance très surannée de bureau d'études très calme, des processus très rodés, et puis j'ai senti aussi un plan de carrière très défini à l'avance. Et c'est aussi un des aspects qui m'a incité à aller voir ailleurs. Il y avait ce côté effectivement un petit peu routinier et un petit peu écrit à l'avance, qui me plaisait pas. Comment t'as su qu'il fallait changer? Il n'y a pas eu de déclic, hein. C'est-à-dire je me suis pas réveillé un matin en disant je vais être prof. Ouais. Ça s'est fait un petit peu sur la longueur. Je me rappelle très bien que la première fois que j'en ai parlé à ma femme, c'était en 2015. Et le changement, je l'ai fait en 2018. Tu vois, donc il y a eu quand même 3 ans de maturation, 3 ans de réflexion autour de ça. Mais je dirais que c'est vraiment cette envie d'échapper à un destin que je sentais un petit peu tout tracé dans l'entreprise. C'est-à-dire avec mon parcours un petit peu identifié au potentiel, j'avais vraiment le sentiment que si je restais en place, je savais que dans 10 ans, je serais chef de service, dans 15 ans, chef de département, et des carrières qui sont intéressantes, hein, mais qui moi, me plaisaient pas parce que j'avais le sentiment que tout était écrit à l'avance. Et je voulais échapper à ça. Donc, a priori, il y a un moment où tu te dis, ok, le parcours là tel que je l'ai commencé, il est assez clairement défini. Je me projette pas tant que ça au final à très long terme. Ouais. Mais comment tu nourris ta réflexion à ce moment-là pour savoir ce que tu pourrais faire d'autre? Effectivement, je suis arrivé un petit peu à un constat au bout de 7-8 ans que je me voyais pas forcément faire ça toute ma vie. Parce que comme je l'ai dit, je voulais un petit peu échapper à un destin tracé, et puis il y avait aussi une vraie curiosité de connaître d'autres milieux que l'industrie aéronautique dans laquelle j'étais tombé à 25 ans. Après, une fois que j'ai fait ce constat que effectivement je voulais aller voir ailleurs, et je me suis surtout demandé ce qui moi me motivait au quotidien, et je suis arrivé à 2 aspects principalement, qui sont peut-être pas les raisons qu'on invoque le plus souvent quand on parle du métier de prof. Le premier aspect qui est vraiment essentiel pour moi, c'est le besoin d'autonomie. Ça, c'est vraiment, et c'est de plus en plus clair, et c'était peut-être pas si clair que ça à l'époque. C'est vraiment, je cherchais un poste, un métier où j'ai une vraie autonomie d'action, la liberté de m'organiser à la fois dans mon travail, mais aussi dans mon temps libre. Il n'y a pas que le métier de prof qui le permet, mais le métier de prof le permet vraiment. Et comme je n'avais pas du tout l'âme d'un entrepreneur, c'est vraiment pour le coup un domaine qui m'est étranger, j'ai jamais vraiment envisagé de monter ma structure ou de me lancer dans quoi que ce soit. Donc ce besoin d'autonomie, et puis aussi un goût pour la technique, hein, pour la science, pour la théorie. Et après les autres, je dirais les autres motifs, mais qui sont un peu au second plan par rapport aux 2 que je viens d'évoquer. Il y a le sens du métier. C'est vrai qu'on est tous à la recherche vraiment de sens dans son métier. Et puis un goût pour la transmission chez moi qui est important, que je vis aussi dans mes activités privées, puisque je suis instructeur de planeur. Donc tous ces aspects-là, donc si on résume, autonomie, goût pour la technique, et puis au second plan un petit peu sens du métier et puis volonté de transmission. Et quand j'ai mis tout ça dans la moulinette, il en est ressorti finalement le métier de professeur. C'est une réflexion que tu as faite seule, ou ça s'est fait par d'autres personnes aussi? Je l'ai fait essentiellement avec Claire, avec ma femme. J'en ai très peu parlé à mes amis, j'en ai très peu parlé à mes parents. Je ne sais pas si rétrospectivement je ferai la même chose d'ailleurs. J'en ai parlé aussi à des professeurs, en l'occurrence à des anciens professeurs que j'ai eus en prépa par exemple. Je voulais avoir des avis un petit peu de spécialistes. Mais dans cette réflexion personnelle, je l'ai fait vraiment en tout petit comité. L'idée, c'était aussi de ne pas se laisser perturber par des réflexions qui iraient pas forcément dans le sens que je souhaitais. Enfin, je fais un peu une digression, mais c'est tout le paradoxe, c'est que les personnes qui passent au micro depuis le début de ce podcast, t'as un mix entre le besoin de pas avancer seul et la fragilité dans ces moments-là d'être perméable aux peurs des autres qui peuvent transposer sur nous et qui peuvent nous freiner à fond, quoi. Ouais, c'est exactement un petit peu dans cette logique-là que j'étais. Après, Claire m'a apporté un peu de contradiction, un peu d'encouragement aussi, donc j'étais pas seul dans la démarche, mais on n'était pas 10, on était plutôt 2.
partir du moment où tu identifies que tu veux devenir enseignant, prof, qu'est-ce que tu mets en place? Comment tu démarres tout ça? À partir du moment où j'ai fait ce choix-là, j'étais évidemment encore salarié dans l'industrie. Moi, ma cible à ce moment-là, c'était, j'avais quand même, on va dire, une ambition assez élevée dans l'enseignement, puisqu'à ce moment-là, je souhaitais enseigner en prépa. C'était un petit peu mon objectif, et donc ça passait par passer les concours, en l'occurrence pour moi l'agrégation de maths. Donc à partir du moment où j'ai fait ce choix-là, c'était vraiment branle-bas de combat pour préparer l'agrégation et le CAPES en même temps, qui sont deux concours qu'on peut passer simultanément. Le CAPES ouvrant plutôt les portes vers le collège et lycée, et puis l'agrégation vers lycée et supérieur, même si les places sont chères. Donc branle-bas de combat pour préparer ces concours. Et dans les faits, c'était vraiment un rythme on va dire, d'étudiant. C'est-à-dire j'avais ma journée de travail jusqu'à 17-18 heures, et le soir, je m'imposais 2 heures de travail à peu près sur l'équivalent d'une année scolaire qui m'a mené au concours en fin d'année. Donc j'ai vraiment repris un rythme assez proche d'un rythme de prépa, et avec des méthodes de prépa, c'est-à-dire les séances d'exercice, les sujets de concours, enfin tout ce qui consiste vraiment à préparer un concours. Et en parallèle, parce qu'il y a deux choses différentes, il y a préparer le concours et puis entre guillemets se préparer au métier. Et en parallèle, pour un petit peu vraiment être certain que ces choses-là me plaisaient, j'ai pu faire des cols en classe prépa, une école de maths. Donc ça permettait à la fois de garder un pied dans les maths et puis de me confronter déjà à des élèves. Et puis j'ai aussi pu donner quelques cours particuliers dans une structure bénévole. Là, l'idée, c'était faire du bénévolat, mais c'était aussi un petit peu on va dire, de joindre l'utile à l'agréable en moi me confrontant à des élèves qui étaient cette fois-ci pas des élèves de prépa, mais plutôt des élèves en difficulté. T'as quand même fait un peu un tour de force en passant CAPES et agrégation en révisant le soir après le boulot. Dans quelle mesure ce que tu as vécu toi te semble transposable de manière générale, on va dire? Ouais, je comprends ce que tu dis. Alors effectivement, et je le dis sans aucune prétention, c'est vrai que réussir l'agrég un petit peu en candidat libre en parallèle d'une vie professionnelle, c'est vraiment pas donné à tout le monde, et je le dis en toute modestie. Ça m'a demandé beaucoup de travail, mais ça s'appuyait surtout sur une base académique qui était déjà super solide, que j'ai acquise en prépa, que j'ai acquise aussi à Polytechnique. Donc je pense pas être vraiment représentatif du profil type des gens qui se reconvertissent vers l'enseignement. Et j'en ai un témoignage assez clair, puisque donc moi, quand j'ai passé l'agrégation en 2018 dans l'académie de Toulouse en l'occurrence, ensuite quand on passe l'agrégation, l'année suivante est une année en fait on dit de stage, où on passe la moitié de l'année en établissement scolaire, donc en tant qu'enseignant, et l'autre moitié de l'année à l'université pour valider un Master 2 métier de l'enseignement. Et ce Master 2, on le fait avec tous les lauréats du CAPES et de l'agrég de l'académie de l'année précédente. Donc, il y avait dans le tas peut-être 55 capétiens, 15 agrégés, et les profils étaient très différents, c'est-à-dire que les agrégés, c'était quasiment exclusivement des jeunes, c'est-à-dire des gens qui sortaient vraiment de licence puis master de maths, d'un profil vraiment très étudiant. J'étais le seul, on va dire, reconverti agrégé. Et à côté de ça, les certifiés, les capétiens, il y en avait une grosse cinquantaine. Et là, la moitié étaient des reconvertis. Et avec des profils qui vont de l'ingénieur trentenaire jusqu'à des gens qui le passent à presque 60 ans. Donc il y a vraiment un profil très, très diversifié. Mais par contre, effectivement, la reconversion passe plutôt par le CAPES que par l'agrégation. Toi, là-dessus, tu valides les deux. Tu réussis ce tour de force. Et qu'est-ce qui se passe après? Alors, ce qui se passe après, là, c'est pareil. Quand j'y repense rétrospectivement, je me dis quand même que j'y suis allé un petit peu à la fleur au fusil. Parce que je le savais, bien sûr, tout ça. Mais tant qu'on n'est pas vraiment confronté, c'est pas forcément facile de se le représenter. Ce qui se passe après l'obtention du CAPES ou de l'agrég, donc c'est cette fameuse année de cours. Donc en l'occurrence, moi j'ai passé l'agrég en 2018 à Toulouse, donc j'ai fait l'année scolaire 2018-2019 à Toulouse. L'idée donc c'est de valider ce master 2
en parallèle de son année de stage pour être titularisé. Et c'est le parcours classique. Et ensuite, quand tu es titularisé, tu obtiens ton affectation, mais à l'échelle nationale. Et tout ça sur la base d'un système de points qui fait assez souvent polémique. Système de points qui repose essentiellement sur la situation familiale, c'est-à-dire est-ce que tu es marié, est-ce que tu as des enfants, est-ce que tu as des enfants même qui ont des handicaps, enfin, il y a plein de majorations selon les situations particulières, et repose aussi sur l'expérience. Donc, effectivement, quand tu débutes, tu n'as pas tous ces points d'expérience, et donc ensuite avec ce système de points, tu te retrouves la majorité des cas dans un endroit de France que tu n'as pas forcément choisi, qui peut être souvent la région parisienne, mais pas uniquement. Hein. Et la réalité, c'est que tu n'as pas le choix, tu es obligé de prendre le poste qu'on t'a proposé. Et cette question-là, je l'avais un petit peu éludée. Je comptais sur un coup de chance, sur peut-être un ou deux petits coups de main d'ailleurs que j'ai eu, j'en reparlerai après. Mais effectivement, j'avais pas forcément acquis à 100% l'idée qu'aller au bout de la démarche, ça supposait ensuite de quitter la ville où j'habitais, où on habitait, et pour aller vers un endroit qu'on n'aurait pas choisi et qui serait probablement moins agréable que Toulouse. Donc ça, c'est aussi une vraie réalité pour les gens qui se posent la question de passer ces concours. Il faut vraiment aller au bout de la démarche et se dire, est-ce que je suis prêt ensuite à pouvoir déménager, à aller dans un endroit que j'aurais pas forcément choisi. Ce qui est intéressant, c'est que tous les barèmes sont publics, c'est-à-dire selon la situation de chacun, on est capable de savoir à combien de points on aurait droit. Donc il y a beaucoup de stratégies qui sont faites dans ce sens-là. Mais il faut vraiment aller avoir une appétit, se dire est-ce que je suis prêt à partir. Tu disais, et ça avait coupé à ce moment-là, mais que une grosse partie des premiers postes étaient en Île-de-France. Est-ce que ce sont des zones tendues, c'est ça ? Ouais, parce qu'effectivement, c'est des zones où il y a à la fois un gros besoin, parce que beaucoup d'élèves, et puis un gros turnover, puisque effectivement, c'est des conditions d'enseignement qui sont assez difficiles. Et en pratique, très souvent, les gens qui ont l'expérience nécessaire pour pouvoir demander une mutation la demandent, et ça fait un appel d'air permanent vers ces établissements-là. Ça concerne l'Île-de-France, mais finalement, ça concerne aussi d'autres endroits. Le nord de la France, c'est le cas. Je pense que c'est un peu la région lyonnaise, donc on va dire les grosses métropoles avec des zones urbaines parfois un peu difficiles. Ça fait un appel d'air important pour les professeurs débutants. Et moi, effectivement, j'avais peut-être un petit peu éludé ça. J'étais prêt à ce moment-là, et on était prêt à ce que potentiellement je puisse m'éloigner 1, 2, voire 3 ans en espérant que ce soit pas trop loin de Toulouse pour faire les allers-retours le week-end et puis les vacances scolaires, ce qui reste possible, et ce que font beaucoup de gens. J'étais prêt à ça, mais j'avais peut-être pas forcément mesuré ce que ça impliquait. Et heureusement, j'ai pu un petit peu m'en sortir autrement. Mais j'insiste vraiment sur l'honnêteté intellectuelle vis-à-vis de ces questions-là pour pas se retrouver une fois qu'on a eu le concours, une fois qu'on est titularisé, une fois qu'on est envoyé à Bobigny, se dire oulala, non, j'ai pas envie d'y aller. Je pense que ça fait partie de toutes ces petites choses qu'on n'identifie pas dans ce métier et qui sont importantes. Tu me le disais. Et c'est un peu un des marronniers de la reconversion, le métier de professeur. Donc et voilà, c'est quand même un peu un grand classique. Et c'est un grand classique. Moi, effectivement, je deviens presque un peu expert en la question parce que j'ai pas mal maintenant de personnes qui me contactent pour un petit peu avoir ce retour-là. J'ai des amis d'amis. J'ai même un ami aujourd'hui pilote de ligne qui est un peu pris par la crise, réfléchit pas forcément à une reconversion, mais en tout cas, on va dire un petit peu à pouvoir enseigner en parallèle de ses activités. Oui, c'est un peu un marronnier parce qu'effectivement, ça offre une apparente facilité, en fait. Entre guillemets, on se dit, j'ai qu'à passer un concours qui est quand même d'un niveau, je parle du CAPES, d'un niveau relativement accessible aujourd'hui pour quelqu'un qui a déjà une formation académique solide. Donc c'est pour ça que pour beaucoup d'ingénieurs, par exemple, c'est une reconversion un petit peu entre guillemets facile. Je dis pas que il y a du travail, ça se prépare, mais disons que c'est celle qui arrive un petit peu au-dessus de la pile,
compte tenu des exigences que ça requiert pour y aller. Donc voilà pourquoi beaucoup d'ingénieurs se posent la question, et puis on voit aussi revenir très souvent la fameuse quête de sens du métier. Et c'est vrai, hein, c'est un métier qui a beaucoup de sens, et on lit beaucoup de témoignages de personnes qui ont fait ce choix-là, et beaucoup évoquent la quête de sens que permettrait cette reconversion. C'est vrai aussi, mais là, moi, si je peux donner mon retour personnel, moi, quand je lis ce genre de témoignages, j'ai toujours un petit peu en tête que une reconversion ou un choix, peu importe, ça se fait pas pour fuir une situation. Et là aussi, hein, pour ceux qui se posent la question, il faut vraiment avoir l'honnêteté de se dire, est-ce que je veux faire ça parce que le métier m'intéresse, ou est-ce que je veux faire ça parce que j'ai plus envie de faire ce que je fais actuellement? Et tous ces ingénieurs qui disent, moi je recherche plus de sens, à la fois c'est très louable, hein, bien sûr, mais il faut être certain qu'ils ne cherchent pas juste à fuir le métier d'ingénieur, ou un métier quelconque qui ne donnerait pas assez de sens. Ouais, tu touches un point sensible. Si je peux parler un petit peu C'est un petit peu le risque de faire la promotion de la reconversion comme le fait ce podcast, c'est que ça semble être déjà une sorte de mode, ensuite un peu une approche nombriliste de la génération Y, tout ça, et à ça tu rajoutes le fait que quand ça se passe pas bien avec ton boss, tu te dis bah allez, je plaque tout, je vais faire autre chose, ça ira mieux, et c'est vrai que c'est toujours un peu, on est toujours un peu sur un fil quand on parle de ces sujets-là, parce qu'on peut nourrir, je pense, cet imaginaire de tout ira mieux si je plaque tout. Je te remercie vraiment de faire cette distinction, de dire c'est différent d'aller chercher quelque chose que de fuir son quotidien, et pour moi c'est vraiment important de faire cette distinction. D'ailleurs il y a déjà eu et il y aura des invités sur ce podcast qui au final nous ont dit et nous diront voilà, j'ai fait marche arrière parce que j'avais besoin de changement, mais pas de ce changement là par exemple, ou alors j'avais besoin d'explorer ça et puis je l'ai exploré, mais en fait c'était pas le boulot de ma vie, quoi. Bien sûr. Mais moi, je peux en témoigner aussi, puisqu'effectivement, j'ai pas invoqué la quête de sens comme raison majeure, parce que ça l'était pas. J'ai évoqué, pour moi, plutôt l'autonomie et la technique. Et de ce côté-là, je suis satisfait. Je dirais qu'aller vers l'enseignement purement par quête de sens, il y a un côté un petit peu peut-être naïf, peut-être idéaliste, à la fois qui est louable, hein, mais qui peut être un petit peu dangereux, puisque quand on se retrouve face à une classe de 5e qui se fout complètement de ce que tu peux leur raconter, le tout pris dans un système éducation nationale qui est pas réputé pour son humanité, là, la quête de sens, il faut qu'elle soit vraiment solide pour te permettre de supporter ça. Donc vraiment, si je peux me permettre de parler un peu comme un vieux con, j'invite vraiment à la méfiance quand on parle que de quête de sens. C'est un petit peu piégeux, et ça peut donner lieu à des désillusions par la suite. Écoute, tu fais une belle transition vers la suite. Je pense que comme on essaie de faire tenir les interviews dans 42 minutes, on va faire un peu avant rapide, parce que tu as eu plusieurs postes, tu as travaillé dans plusieurs structures, tu as fait pas mal de choses. Est-ce que tu pourrais nous résumer rapidement la suite de ton parcours, et qu'après on essaie de tirer un peu des généralités autour de tout ça? La suite de mon parcours, donc je te dis, cette année de stage mi-temps en établissement scolaire, mi-temps à la fac. Donc là, pour moi, c'est vraiment le vrai baptême du feu, parce que je me suis retrouvé dans un collège de centre-ville toulousain, mais un collège très difficile, limite ZEP, avec des classes de 5e, donc tous les travers de l'adolescence qu'on peut imaginer. Donc pas forcément facile, tout n'est pas noir du tout, hein, c'est-à-dire des gamins quand même relativement attachants, plutôt vivants, certains motivés, mais effectivement un vrai baptême du feu. Et à la fin de cette année, titularisé, et là le verdict tombe, j'étais envoyé à Pithiviers. Pithiviers, c'est près d'Orléans. Et encore, j'aurais dû m'estimer heureux parce que j'avais été titularisé dans un lycée, ce qui déjà n'est pas le cas pour tout le monde. Donc là, difficile pour moi d'aller à Pithiviers.
Et c'est là où j'ai un petit coup de pouce du destin entre guillemets, c'est qu'entre-temps j'avais pris contact avec l'école où j'enseigne actuellement, qui est une école d'ingénieurs privés, qui me proposait un poste d'abord en vacataire, qui s'est transformé rapidement en un poste titulaire. Donc aujourd'hui je suis salarié de cette entreprise. Enfin, c'est une école d'ingénieurs, mais sous statut privé, hein, donc je suis salarié du privé. Et je me suis mis en disponibilité de l'éducation nationale, ce qui me permet de bénéficier du concours, mais de ne pas prendre de poste, donc évidemment pas de salaire. Et le jour où je veux revenir, de pouvoir invoquer ça pour reprendre un poste dans le public. Donc c'est un parcours qui n'était pas planifié, ça c'est important de le dire aussi. Aujourd'hui je suis content d'avoir fait ça puisque j'arrive un petit peu à allier mon intérêt pour l'aéronautique et puis mon intérêt pour l'enseignement. Mais c'est vrai que c'était pas forcément prévu comme ça quand j'ai fait ce choix-là. Et je ne sais pas trop quelle leçon en tirer. Peut-être l'idée qu'effectivement, il faut pas forcément trop planifier, mais il faut pas non plus partir trop la fleur au fusil. Donc, rétrospectivement, je me dis qu'effectivement, les planètes se sont bien alignées pour moi, puisque j'ai pu rester à Toulouse et dans le supérieur et dans l'aéronautique. Donc, je suis assez conscient en tout cas de la chance que j'ai eue à ce sujet. Là, il y a un parallèle intéressant quand tu dis faire des plans. Tant que tu es dans le public et au final il y a quand même beaucoup cette envie-là pour ceux qui passent le CAPES, j'imagine, et la Greg, il y a un moment où comment tu peux faire des plans quand tu sais pas du tout où la machine va t'envoyer, quoi. Pour moi, c'est vraiment l'interrogation majeure de la reconversion des profs. C'est pas forcément tant comment je gère une classe, comment je me retrouve dans l'éducation nationale. C'est vraiment comment j'accepte l'idée qu'effectivement, je suis pas maître de mon destin, en tout cas dans les 2, 3, voire plus années qui viennent. Tout ça, c'est du transitoire, hein, bien sûr, puisque ensuite, dès que tu accumules des points, après, tu deviens un petit peu plus maître de ton destin, mais ça n'a rien d'évident pour des gens, par exemple, qui ont la quarantaine, qui ont des enfants, qui sont installés dans une ville. Ça n'a rien d'anodin de dire ok, je m'engage là-dedans et peut-être que j'habite à Bordeaux, je vais peut-être être envoyé à Rouen. Ça, c'est des choses qui sont très classiques. Et là aussi, hein, dans tous mes camarades avec qui j'étais poste de concours, j'avais des gens de ce profil-là, hein, des mères de famille, des pères de famille. Et j'en pense à une fille qui se retrouvait alors envoyée à Bordeaux, ce qui n'est pas si loin que ça, mais avec 2 enfants, donc l'obligation de faire des allers-retours toutes les semaines pendant 2 ou 3 ans jusqu'à accumuler des points pour rentrer à Toulouse. C'est vraiment une analyse qu'il faut mener en détail pour faire un petit peu cette stratégie, se demander si je le pars, où ça m'amène, en combien de temps je peux récupérer des points. C'est vraiment il y a un calcul qu'il faut avoir l'honnêteté de faire pour pas avoir de mauvaises surprises par la suite. Il y a une question que j'ose pas te poser parce que ça me paraît tellement cliché, mais je me sens obligé de le faire quand même. La différence est-elle réellement palpable entre le privé et le public en termes de métier, j'entends? Alors j'aurais du mal à répondre à cette question puisque moi mon expérience c'est soit collège public soit école d'ingénieur privé, donc il y a une différence énorme évidemment, mais je pense qu'elle tient plus au côté école d'ingénieur versus collège qu'au côté privé versus public. Joker sur cette question, mais c'est certain que c'est pas le même métier d'enseigner. Je vous répondrai plus en termes de niveau. C'est évident que c'est pas le même métier que d'enseigner niveau 5e que d'enseigner niveau post-bac école d'ingénieur. Moi de mon côté, le choix était clair dès le début, c'est-à-dire ce qui me motivait, c'était pas d'enseigner au collège, c'est d'enseigner à ce niveau-là. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, hein. Il y a des gens à qui ça fait un peu peur ou qui vraiment au contraire ont plus la fibre presque je dirais paternelle qui les amènera vers du collège. Mais c'est certain que c'est pas le même métier. C'est-à-dire là, moi, j'ai pas d'accompagnement personnel à faire, j'ai pas de discipline à faire, et je reste très orienté technique. Et c'est certain que dans le collège, l'aspect purement intellectuel, il est existant, hein, puisque prévoir un cours, c'est un vrai exercice intellectuel. Mais tout ça va s'accompagner de suivi d'élèves, qui peuvent intéresser des gens, qui moi ne m'intéressaient pas particulièrement. Qu'est-ce qui, à tes yeux, est différent entre l'idée qu'on se fait du métier, l'idée que tu te faisais du métier, et la réalité que tu as vécue et découvert?
L'idée que je me faisais de métier, elle était pas forcément très très aboutie. Donc là aussi, si c'était à refaire, peut-être que je me renseignerais vraiment davantage. Je dirais que j'ai découvert en le pratiquant, que je soupçonnais pas. Dans les points positifs, c'est, je dirais, la liberté du métier. À la fois c'est ce que je cherchais, à la fois je soupçonnais pas qu'on était aussi libre. Et ça, pour moi, c'est une vraie bonne surprise. Donc ça, c'est le point positif. Je dirais dans les points négatifs, ce que j'avais pas forcément ressenti, je placerais deux choses. La première, je pense qu'elle tient un petit peu pour le coup à ma personnalité, c'est le côté forcément un petit peu répétitif. Ça, c'est une réalité. Certains s'en accommodent très bien. Moi, j'ai du mal à m'en accommoder. Alors aujourd'hui, j'échappe à ça puisque justement, j'ai la chance de pouvoir prendre régulièrement de nouveaux cours, de nouveaux modules, mener des nouveaux projets avec les étudiants. Donc ça, c'est un point qui me satisfait beaucoup, mais auquel je suis très vigilant parce que faire plusieurs années le même cours, pour moi, c'est très usant. Premier point. Et le deuxième point, là aussi, je l'ai vraiment découvert en le pratiquant. C'est un petit peu plus personnel, mais quelque part, en devenant enseignant, qu'on change un peu de statut social quand même. Ça, c'est une réalité. Le métier d'ingénieur, il est assez bien perçu. Le métier de professeur, quoi qu'on en dise, il a quelques étiquettes dont on n'arrive pas à se décoller. Je trouve que c'est un petit peu difficile à vivre. L'étiquette du type toujours en vacances, du type toujours au bord du militantisme, c'est des choses, certes, en général, c'est dit un petit peu sur le ton de la blague, mais moi, je sais que c'est des choses qui m'atteignent un petit peu. C'est-à-dire, je pensais pas que ça m'atteindrait, mais en fait, ça m'atteint un petit peu. Donc, c'est aussi une réalité que je soupçonnais pas. Et puis après, il y a tout l'aspect un petit peu plus salarial. Celui-là, on s'y attend un petit peu, bien sûr. On peut en parler aussi. Mais c'est moins surprenant. Moi, ce qui m'a surpris, c'est vraiment, je te dis, sentir que je changeais de statut social et pas forcément vers le haut. Et ça, je l'avais pas prévu. Ok. Je m'attendais pas à ce que tu dis ça, tu vois, parce que c'est vrai que c'est quand même un métier qui, sur le papier, est honoré et dans les faits ne l'est pas en quelque sorte. Ouais, c'est tout à fait vrai. Hein. Effectivement, on compte plus les films qui glorifient un peu le prof. On compte plus les témoignages soit de profs, soit d'anciens élèves qui glorifient leurs anciens profs. Ça, c'est tout à fait vrai. Mais quelque part, ça donne l'impression que les profs sont un peu payés de mots, quoi. Un petit peu comme les soignants dans les hôpitaux, quoi. Et il serait bon de... Alors, tu vas dire, je revais un discours militant là, mais effectivement, les profs en France restent extrêmement mal payés, extrêmement mal considérés par leur hiérarchie. On peut parler du salaire, on peut parler de cet aspect justement mobilité imposée. C'est des choses que moi je trouve très très discutables parce qu'elles reposent purement sur l'ancienneté, elles valorisent pas le mérite. Donc ça c'est très dommage. Le statut de prof, il y a un vrai décalage entre, pour moi, le rôle social qui existe et qui est réel et qui effectivement est parfois valorisé dans les discours, et puis la réalité du terrain où on envoie des gens en REP payés à peine plus que le SMIC alors qu'ils sont bac plus 5. Mais ça, c'est une réalité qu'on dénonce depuis longtemps, mais qui dans les faits ne change pas. Plus que du militantisme, la question qu'on se pose ici au micro, c'est quelqu'un qui veut plonger là-dedans, corps et âme, à quoi il va être confronté, à quoi elle va être confrontée. Et donc c'est important que tu le dises, tu vois. Ouais. Ce décalage. Il va être confronté, je te le dis, selon sa première partie de carrière, à une diminution de salaire, avec bien sûr un gain de temps libre. Ça, c'est aussi une réalité, c'est indéniable. Mais une perte de salaire, et puis moi je l'ai senti comme ça, mais peut-être que chacun n'a pas la même sensibilité. Une évolution dans l'échelle sociale, pas vers le haut. Moi je l'ai vraiment ressenti comme ça, et c'était entre guillemets la surprise de l'évolution. Alors justement, il va bientôt être temps qu'on conclue, mais c'est important de
de parler aussi salaire, comme tu dis. Si je comprends bien, tout est public dans le public, et donc on pourrait presque aller chercher sur Internet les grilles salariales, non? Ah oui, complètement, ouais. Ouais, dans le public, tu peux savoir combien tu vas gagner en commençant, combien tu vas gagner dans 10 ans, ce qui est à la fois bien d'un point de vue de la transparence, mais tu vois, si on parle de méritocratie, il n'y en a pas. En ce qui me concerne, là, pareil, je me situe un petit peu en dehors de ça, puisque salarié d'une école d'ingénieur aéronautique privée. Alors, ça reste un sacrifice financier hein, par rapport à ce que je pouvais gagner dans l'industrie. Mais je dirais, je me situe entre le salaire du public enseignant et le salaire de l'ingénieur privé. Je me situe un petit peu entre les deux, ce qui correspond bien au fait que je suis à la fois enseignant et puis un petit peu dans l'ingénierie via l'école d'ingénieur. Et comment tu l'as vécu, toi, cette baisse, tout simplement, de revenus? Pas forcément mal, puisque dans les faits, ça n'a rien changé. C'est-à-dire, je me suis privé de rien, évidemment, par rapport à mon mode de vie, à notre mode de vie. Donc, je dirais que c'est, d'un point de vue concret, ça change rien. C'est purement un petit peu symbolique. On n'aime pas évoluer vers le bas d'un point de vue salarial. Mais bon, après, ça à mettre en regard d'un temps vacant beaucoup plus important. Et typiquement, moi, ça m'a permis de mener à bien un projet que j'avais depuis longtemps, qui était de devenir instructeur de planeur. Et quand je regarde ma feuille de paie avec un peu d'amertume, je me dis que ça m'a permis aussi de mener ce projet-là, qui est pour moi fondamental. Donc tout est question de critères personnels. À la lumière de tout ce que tu nous dis, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à un ou une junior qui se pose la question de plonger, alors ingénieur ou pas, parce que tu as beaucoup parlé d'ingénieur en reconversion, mais parlons de toute personne qui ait un bac plus 3, parce qu'il y a quand même un niveau académique minimum, de bac plus 3 que tu me disais, minimum. Mais donc voilà, quelqu'un qui a une licence, quel conseil tu aurais envie de lui donner aujourd'hui? Je lui dirais de faire un vrai exercice d'honnêteté intellectuelle. On a pu en parler un petit peu tout à l'heure. D'être certain que la volonté d'aller vers l'enseignement ou de se reconvertir vers l'enseignement, ça n'est pas une fuite. Ce que je dis là est vrai pour tout type de reconversion, hein, pas que l'enseignement. Mais être certain de ça et être certain que la vision qu'il a de l'enseignement, elle est un petit peu étayée et qu'elle repose pas que sur le site internet du ministère ou quelques jolis films qu'il ou elle aurait vu la semaine passée. Donc c'est vraiment fiabiliser sa connaissance du métier. Je pense que ce genre de podcast aide beaucoup. Avoir un regard honnête en s'appuyant sur des témoignages francs et pas partisans. Et très souvent dans ces questions-là, les témoignages sont un petit peu partisans, mais il faut vraiment faire l'exercice de fiabiliser sa vision du métier pour un petit peu la dépassionner. J'en conclus que c'est ne pas s'arrêter aux 2-3 gros titres médias qui disent un tel a tout quitté pour devenir prof et tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est aussi d'aller rencontrer, j'imagine, des personnes qui font ce métier. Ouais, exactement. Je pense à ça puisque moi je l'avais beaucoup fréquenté comme tout le monde. L'éducation nationale mène quand même une politique de recrutement de profs assez active avec beaucoup de communication autour de ça et une communication qui est évidemment hyper positive. Et quiconque se renseigne un peu va trouver un site internet où on voit que des profs souriants avec des élèves motivés. Tout ça est forcément très très enjolivé. C'est le jeu, hein, comme on vend un appart, hein, mais tout ça est très enjolivé et il faut être vraiment lucide vis-à-vis de ça et se dire que derrière la réalité elle est loin d'être horrible, hein, mais elle est très différente. Donc ça suppose d'aller au-delà de ce discours de façade. Tu tends la perche pour notre défi de fin d'épisode qui est assez engageant. J'ai envie de dire c'est le plus engageant de ceux qu'on ait eu depuis que ce podcast a démarré. Mais en même temps, je crois qu'il faut bien ça après ce que tu nous as partagé, c'est-à-dire qu'il y a une vraie réalité
il peut y avoir un vrai côté miroir aux alouettes sur ce job. Et donc je te laisse nous proposer quel défi on peut donner à quelqu'un qui se dit ok, j'ai envie d'être enseignant, qu'est-ce que je peux faire très concrètement pour discerner? Ok, pour ceux qui ont envie d'être enseignants, ce que je vous propose, c'est pour un petit peu être sûr que vous êtes motivé, c'est d'aller dans un kiosque à journaux, d'acheter 3 téléramas, et si vous arrivez à les lire jusqu'au bout, c'est que vous êtes prêt à être prof. Non, je rigole évidemment. Non, évidemment, donc pour ceux qui vraiment se poseraient des questions et auraient envie de se mettre à l'épreuve, d'éprouver cette motivation, il est toujours possible d'enseigner en parallèle de ses activités professionnelles du moment, soit dans des structures bénévoles type Secours populaire, Secours catholique, on peut imaginer plein de structures bénévoles. Mais la vraie mise à l'épreuve, c'est vraiment d'aller dans les établissements scolaires type collège ou lycée. Et il faut savoir que l'Éducation nationale est pratiquement toujours en recherche de profs remplaçants, de profs vacataires, avec des offres qui sont en ligne, qui sont sur les sites des rectorats, niveau licence. Donc, je donne un exemple, si vous habitez Nantes, vous allez voir sur le site du rectorat de Nantes, et vous verrez que, je sais pas, le collège de Carquefou recherche un professeur de maths à partir du 1er avril pour remplacer un congé maternité. Dans ce cas-là, vous pouvez postuler. Et l'entretien, en général, est assez rapide puisque les postes ne sont pas particulièrement recherchés. Et ensuite, vous êtes, si ça se passe bien, vous êtes directement propulsé dans l'établissement pour enseigner pendant 2 mois les maths. Alors, il faut quand même pas y aller non plus à l'aveugle, puisque c'est aussi en face 30 élèves qu'il faut gérer. Mais c'est une vraie façon, de façon relativement peu engageante, de vous mettre à l'épreuve. Donc voilà, au boulot. Oui, c'est marrant parce que souvent les mises à l'action sont assez engageantes professionnellement, mais au final assez soft dans la concrétisation, et celle-ci peut se faire un peu n'importe quand en mettant son CDI sur pause pendant 1 mois ou 2, ou en trouvant d'autres solutions, posant des vacances ou autre. Mais en revanche, la réalité, j'imagine, que tu découvres quand tu pousses la porte d'une classe de 30 élèves, elle est quand même un peu costaud, quoi, quand tu pars de zéro. Je dis pas que c'est facile, mais certains le font tous les jours. Donc, et là aussi, j'en ai l'expérience. Quand j'étais dans ce collège à Toulouse, je dirais que sur l'équipe de maths, la moitié n'était pas titulaire, c'était des vacataires. Donc c'est une vraie réalité du terrain, et la démarche n'est pas incongrue, au contraire. Voilà, si vous voulez tout simplement tester ce boulot, le besoin est tel que vous pouvez tout simplement regarder les vacations disponibles, postuler et prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois de travail. C'est ça en gros. Ouais, exactement. C'est la démarche, c'est faisable. Et je pense que c'est un excellent moyen de démystifier le métier. Super. Merci beaucoup Jean-Baptiste. C'est très intéressant et puis aussi très très complet et honnête. Et je te remercie pour tout ça. C'est avec grand plaisir. Et si certaines personnes auraient des questions, n'hésite pas à les renvoyer vers moi. Ok. Écoute, pas de souci, je mettrai les liens et merci encore de ton temps. Merci Alban, à bientôt. C'est la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Pour plus d'infos, ça se passe sur internet sur 42minutes.fr. Je vous souhaite une belle semaine et un bon cheminement dans vos projets de vie. À bientôt.